Rome a connu de nombreux grands généraux, mais peu ont conquis le cœur du peuple comme lui. Germanicus, petit-fils d'Auguste, héritier de la gloire romaine. Un leader charismatique, comparé à Alexandre le Grand, qui a remporté des batailles épiques et aurait pu devenir empereur. Mais même sa renommée ne l'a pas protégé des dangers venant de sa propre armée. Imaginez un général romain encerclé par ses propres soldats, non pas en tant que chef, mais en tant que cible. Cela a failli arriver à Germanicus. Les légions qui avaient juré fidélité se sont retournées contre lui. Que s'est-il passé? Comment en est-il sorti vivant? Si vous pensiez que la politique romaine était traîtresse, attendez d'entendre cette histoire. L'homme qui aurait pu changer le destin de Rome a failli être tué par ses propres hommes. Restez avec moi jusqu'à la fin pour le découvrir. La famille de Germanicus. Il est né le 24 mai de l'an 15 avant Jésus-Christ et était le petit-fils de nul autre que le premier empereur de Rome, Auguste, ainsi que de l'un des plus grands généraux que Rome ait jamais connu, Marc-Antoine. Ses parents étaient Nero Claudius Drusus et Antonia Minor, fille de Marc-Antoine. La lignée de Germanicus n'était pas insignifiante. Il faisait partie de la dynastie Julio-Claudienne, la plus grande royauté de la Rome antique. Son nom personnel est en réalité inconnu, mais le surnom Germanicus lui fut attribué en hommage aux victoires que son père avait remportées en Germanie. Cet honneur devint une marque de prestige que Germanicus porterait tout au long de sa vie. La mort de Drusus, père de Germanicus. En l'an 9 avant Jésus-Christ, une terrible nouvelle attendait Germanicus. Son père, Drusus, revenait d'une mission sur l'Elbe lorsqu'il fit malheureusement une chute de cheval. Tibère, frère de Drusus, le rejoignit, mais malgré sa survie à l'accident initial, une infection implacable emporta Drusus quelques mois plus tard. Son corps fut ramené à Rome. Cependant, sur les champs de Mogontiacum, les légionnaires érigèrent un monument, qui existe encore aujourd'hui, témoignant de la fidélité indéfectible qu'ils vouaient à leur général. Avant de mourir, Drusus écrivit une lettre à Tibère, exprimant ses inquiétudes quant à la manière dont Auguste gouvernait Rome, allant jusqu'à évoquer l'idée de restaurer la République. Imaginez ce qui pouvait traverser l'esprit du jeune Germanicus, alors âgé de seulement 6 ans, en apprenant que son père ne rentrerait jamais à la maison. En hommage à Drusus, le Sénat romain fit ériger un arc sur la Via Appia, portant les lettres D, G, E, R, M, symbolisant ses conquêtes sur l'Elbe ainsi que son courage en tant que général. De plus, ils lui conférèrent le titre de Germanicus, qui fut transmis à son fils. Ce titre prestigieux ne fut pas seulement une reconnaissance, mais devint un héritage qui résonnerait à travers les âges, étant porté par plusieurs membres illustres de la famille Julio-Claudienne, notamment Caligula, Claude et Néron. La mort de Drusus entraîna non seulement la perte d'un père, mais aussi le début d'un parcours difficile pour le jeune Germanicus. Dès cet instant, en tant qu'aîné, il devint le chef de famille. Quelques années plus tard, en l'an 4 après Jésus-Christ, Caius César, petit-fils d'Auguste et pressenti pour lui succéder, mourut des suites de blessures au combat, déclenchant une série d'événements qui allaient bouleverser le cours de l'histoire de l'Empire romain. Face à ce vide de pouvoir, Auguste considéra Germanicus comme une alternative possible, alors que ce dernier avait déjà environ 18 ans à l'époque. Cependant, sous l'influence de Livie Drusilla, épouse d'Auguste, celui-ci fut convaincu qu'il serait plus sage de choisir Tibère, son beau-fils. Ainsi, Tibère fut adopté le 26 juin de l'an 4 après Jésus-Christ, marquant le début d'une nouvelle phase dans la succession impériale. Mais une condition spéciale fut imposée. Tibère devait également adopter Germanicus, garantissant ainsi qu'il serait le prochain dans la ligne de succession. Cette adoption ne modifia pas seulement le cours de sa lignée, mais elle le transféra aussi de la dynastie Claudia à la dynastie Julia, en accord avec les traditions romaines de nomenclature. Il prit alors le nom de Jules César, tout en conservant son agnomène, devenant ainsi
Germanicus, Jules César. Ainsi, bien qu'Auguste ne fût pas son grand-père biologique, l'adoption de Tibère faisait de Germanicus son petit-fils, renforçant encore davantage les liens familiaux. Auguste fit en sorte que Germanicus épouse sa petite-fille, Agrippine, et plus tard, le couple eut 9 enfants. La carrière de Germanicus. 2 ans après son adoption, Germanicus fut nommé questeur à l'âge de 18 ans. Cela surprit la société romaine, car il accéda à cette fonction 4 ans avant l'âge légal autorisé. La même année, il fut envoyé en Illyrie pour assister Tibère dans la répression de la révolte des Pannoniens et des Dalmates. La mission de Germanicus ne constituait pas seulement un test de ses capacités militaires, mais aussi une occasion de démontrer la puissance et la détermination de l'Empire romain avec une armée composée aussi bien de citoyens recrutés que d'anciens esclaves. Il rejoignit Tibère en Illyrie, où un défi de taille attendait les Romains dans les montagnes, où s'étaient réfugiés les rebelles. La nature accidentée du terrain posait une difficulté majeure aux légions romaines. Les insurgés, experts en embuscade depuis leur forteresse perchée, contraignirent Tibère à innover en divisant son armée en petits détachements. Il adopta une stratégie d'usure contre les insurgés, une tactique nécessitant patience et précision. Dans ce contexte, le rôle de Germanicus ne passa pas inaperçu. Ses troupes engagèrent les tribus rebelles, remportant plusieurs victoires. Parallèlement, les Romains mirent en place une politique de terre brûlée afin de priver les insurgés de ressources et de briser leur résistance. En l'an 8 après Jésus-Christ, un retournement de situation se produisit. Bato, le chef rebelle, trahit son propre commandant et le livra aux Romains en échange du pardon. Toutefois, cette trêve fut de courte durée, car Bato fut lui-même défait et exécuté par son ancien allié. Ces événements plongèrent les Pannoniens dans le chaos, ouvrant ainsi la voie aux Romains pour soumettre la région avec peu de résistance. Cette victoire apporta également des bénéfices à l'armée romaine, qui intégra 8 cohortes auxiliaires supplémentaires dans ses rangs. Après avoir remporté cette guerre en Illyrie, Germanicus retourna à Rome en l'an 9 après Jésus-Christ, où il fut accueilli avec de nombreux éloges. Il reçut une distinction militaire prestigieuse appelée Ornamenta Triumphalia, ainsi qu'un titre spécial de préteur, ce qui lui permettait non seulement de briguer le consulat avant l'âge requis, mais aussi de prendre la parole au Sénat romain juste après les consuls, témoignant ainsi de son influence grandissante. Durant son consulat, Germanicus ne se contenta pas de défendre les accusés devant les tribunaux, mais il organisa également les Ludus Martialis, incluant des événements spectaculaires comme la libération de 200 lions dans le cirque Maxime. Cette combinaison de compétences juridiques et de divertissements grandioses renforce son image d'homme admiré et respecté à Rome. La mutinerie des légions de Germanicus, 14 après Jésus-Christ. En l'an 14 après Jésus-Christ, dès son accession au trône romain, Tibère augmenta la présence militaire à la frontière germanique avec 6 légions, les envoyant au-delà du fleuve Rhin. Toutes étaient dirigées par Germanicus, et comme son père, Germanicus était très populaire et jouissait du respect des soldats romains. Cependant, la mort d'Auguste déclencha une série d'événements qui ébranlèrent l'armée. Les légions, habituées à la figure de l'empereur, se retrouvèrent face à des incertitudes et en même temps à une certaine satisfaction à cause de cela. Plusieurs mutineries éclatèrent, alimentées par des plaintes concernant de lourdes déductions salariales et des pots de vin nécessaires pour alléger les corvées imposées par les centurions. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint en Germanie inférieure, où l'expérimenté commandant Paul Cinna, connu pour sa loyauté envers la famille impériale, mena une révolte que personne n'attendait. Les 4 légions sous son commandement perdirent complètement leur discipline, révélant un mécontentement généralisé parmi les soldats. Les centurions, qui furent la première cible de la révolte, furent emprisonnés et fouettés, marquant une période de tumulte au sein des rangs romains.
Pendant que Germanicus supervisait la collecte des impôts en Gaule, la nouvelle de la révolte le rappela d'urgence. Lorsqu'il arriva au camp militaire, il ne reçut pas un accueil des plus chaleureux. Les soldats étaient mécontents et exprimèrent leur insatisfaction de manière inhabituelle. Ils se plaignirent à Germanicus des congés retardés et des bas salaires. Certains allèrent même jusqu'à suggérer l'idée de faire de Germanicus l'empereur à la place de Tibère. À ce moment-là, Germanicus tenta, d'une manière dramatique, de rétablir l'ordre en menaçant de mettre fin à ses jours, allant jusqu'à dégainer son épée devant les soldats. Cependant, le résultat ne fut pas celui escompté. Certains tentèrent de l'arrêter, mais d'autres lui offrirent leurs propres épées pour qu'il accomplisse sa menace. Cette situation exigeait une action immédiate. C'est pourquoi Germanicus opta pour la falsification d'une lettre de Tibère, promettant toutes les revendications des soldats. Cette lettre apporta une brève accalmie parmi les troupes. Mais lorsque les émissaires de Tibère arrivèrent, la ruse de Germanicus fut dévoilée. Le risque d'une nouvelle révolte menaçait non seulement Germanicus, mais aussi son épouse, Agrippine, et son fils, Caligula, qui n'avait que nombre ans. Se sentant désespéré, Germanicus fit un appel émotionnel, demandant à ses soldats de lui permettre d'envoyer sa famille loin du danger. Ce moment émouvant, comme décrit par Tacite, fut crucial, touchant les soldats aux larmes. Ils reculèrent. Il réussit à les persuader de rétablir la discipline par eux-mêmes, en punissant les chefs rebelles de l'intérieur. Dans les coulisses, de manière subtile, Germanicus orchestra l'élimination des meneurs de la révolte, évitant ainsi tout ressentiment direct contre lui. En plus des exécutions, Germanicus mit en place d'autres concessions pour apaiser les troupes, comme par exemple la libération immédiate de ceux qui avaient accompli un temps de service suffisant. De plus, pour honorer une promesse faite aux légions, il ne se contenta pas de leur verser leur solde, mais alla au-delà, distribuant même de l'argent à celles qui n'avaient rien réclamé. Ce geste ne visait pas seulement à répondre aux besoins matériels des soldats, mais aussi à consolider une loyauté qui s'avérerait essentielle dans les futures campagnes. À présent, avec cette rébellion pratiquement maîtrisée, Germanicus ne se détourna pas pour autant de son rôle militaire. Même avec la fin de la saison de campagne, il mena une expédition punitive contre les Mares, un peuple germanique établi le long du Haut-Rhin. Sans hésitation, Germanicus ordonna le massacre du village des Mares et le pillage du territoire. Maintenant, avec les légions à ses côtés, Germanicus était déterminé à traverser le Rhin pour retrouver Arminius et venger la défaite romaine. Mais ne vous inquiétez pas, nous verrons l'histoire complète de cette vengeance romaine menée par Germanicus dans une prochaine vidéo.